est un tâtonnement. Mais je crois que c'est ce qu'on fait tous à propos de la géopathie, qui essaye d'émerger dans de multiples façons. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est que j'ai écrit un texte il y a quelques temps d'ici, ben, pas très longtemps, il y a 10 jours, et je vais vous faire le coup de vous le recycler, parce que je me suis dit, mais tiens, mais si je parle de géopathie, voilà là où moi j'aurais envie d'en parler. Et je me suis dit, tiens, ce texte que j'avais écrit, qui est un des rares textes que j'ai aimé de tout ce que j'ai écrit ces derniers temps, depuis, je crois que c'est le seul texte que j'ai aimé de moi cette année-ci, et peut-être que, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres choses à vous proposer. Et je me suis dit que j'allais vous le lire, et puis essayer de voir, tiens, mais comment est-ce que je le connecte, moi? Pourquoi est-ce que j'ai pensé à lui à propos de géopathie? Pourquoi est-ce que je me suis dit, tiens, mais ce texte serait ma propre contribution à la géopathie? Et donc, il était intitulé à l'origine « J'écris parce que tous les vivants le font ». Et je l'ai réintitulé, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, exercice de redescription géopathique, en m'inspirant de ce que j'ai pu lire des tentatives de description. Et si, à la fin du texte, vous êtes d'accord avec moi, on pourrait même le rebaptiser exercice d'autodescription géopathique. Et vous allez voir pourquoi. Donc j'écris parce que tous les vivants le font, chacun à leur manière. Et que ce sont ces manières, dans un monde qui s'effiloche, que je me dois d'honorer. J'écris parce que c'est ainsi que le fait l'araignée qui tisse sa toile. S'y écrit une histoire, ou plus précisément, l'histoire avec un grand H. La toile de l'araignée engramme ce qui se passe et ceux qui passent. Et surtout, ce qui s'est passé. L'araignée est donc historienne, sans nul doute la première, bien avant Hérodote. Les récits qui s'entremêlent dans ces filets soyeux lui donnent parfois des nouvelles du monde. Elle les archive précieusement. Les pièges de l'araignée sont les almanachs du passé. Elle extend son corps entoilé aux confins des branches, chaque alerte la fera vibrer. Elle y récolte rayons de rosée, perles de soleil, gestes du vent ou étourdis de passage. Elle capture des fragments de vie. Et c'est là que véritablement le monde s'écrit par elle. La toile n'était qu'une page piège, sensible à récit. Benjamin Allegrini, mon ami biologiste, m'a raconté il y a peu qu'on retrouva présent dans les toiles des araignées des traces de l'ADN de tous les mammifères et de tous les oiseaux qui sont passés près de chez elle. Il ajoutera qu'on a même pu relever dans l'un de ces tissages, à quelque distance de leur enclos, quelques fragments d'ADN d'éléphants retenus captifs. L'araignée pourra témoigner pour les éléphants prisonniers. Et si l'ADN de chacun des vivants que nous sommes est bien, comme il me le rappelle, alphabet, traits, écriture, il est également mémoire de nos corps, des corps de nos ancêtres dans nos propres corps. Chaque toile d'araignée est alors un morceau de cosmos qui archive des millions d'années. J'écris pour l'araignée afin que cette histoire cosmologique résiste à l'oubli. J'écris parce que l'araignée, ne fût-ce que dans l'espoir de rester en alerte et de vibrer à mon tour, attendre les filets de mots que nos récits pour capturer ceux des autres vivants. J'écris parce que les vivants écrivent. J'écris parce que je sais à présent, et c'est le philosophe William James qui me l'a appris, que les idées ne sont pas ce que nous pensons, mais ce qui nous fait penser. J'écris pour répondre à James et pour qu'il soit encore un peu avec nous, malgré le siècle qui nous sépare, comme tant d'autres avec qui j'écris. J'écris parce que l'idée que les vivants écrivent n'est pas mienne et qu'il m'est urgent de la prolonger. J'écris pour apprendre à écrire cette idée avec la sagesse joyeuse de celui qui me la souffle, Michel Serres, avec l'amitié de celui qui me l'a transmise, Bruno Latour, avec la passion terrestre de celle qui en fit de magnifiques histoires, Ursula Le Guin, l'écrivaine de science-fiction qui inventa tant d'univers lointains pour être mieux dans ce monde-ci. Il nous en a avivé la curiosité et l'amour. J'écris pour tisser avec eux les récits de ceux que nous ne savons plus lire
et qui écrivent sans relâche. J'écris pour nous insérer dans les conversations épiques des loups qui laissent des traces. J'écris pour nous immiscer dans les dialogues épistolaires des chiens qui lèvent la patte et ceux des chats qui marquent, et les renards et les chevreuils. J'écris pour nous rappeler d'écouter le chant du merle et de la mésange, le bruissement d'un battement d'ailes et le rire rauque des corneilles. J'écris pour ralentir derrière le sillage de l'escargot et les gravures de l'insecte typographe. C'est une partie de ce que vous voyez ici. J'écris pour accompagner le butin de l'abeille afin de redécouvrir avec des mots gourmands de pollen, les couleurs et les odeurs savantes des fleurs. J'écris pour apprendre à aimer la pluie pour d'autres que moi. J'écris pour que passe par mes doigts emplumés un fragment des puissances expressives du monde. J'écris en silence pour mieux les écouter. J'écris parce que les loups, les chiens et les chats, les renards et les chevreuils, le merle, la mésange et les corneilles, l'escargot, l'insecte, l'abeille et aussi les fleurs et les éléphants captifs. J'écris avec les champignons indiscrets, si discrets qui portent au loin dans leurs rhizomes les récits des arbres. Avec eux, les arbres se racontent des histoires qu'il importe de faire connaître. J'écris encore pour apprendre à tordre ma langue, afin qu'elle arrive à faire sentir la façon dont le monde n'a jamais cessé de raconter et de parler, et que nous avons oublié de lire et d'entendre. J'écris pour apprendre à écrire, comme tous les vivants le font. Les animaux, dit le poète Jean-Christophe Bailly, conjuguent les verbes en silence. Saviez-vous que dans la langue Potawatomi, il existe un terme, pupowi, qui signifie la force qui conduit le champignon à sortir de terre la nuit. Aucun terme de cette sorte, regrettait la botaniste Potawatomi Robin Wall Kimmerer, n'existe dans nos langues américaines ou européennes. Avons-nous perdu à ce point la sensation de la vie qui s'épanouit et s'agite en chaque être? Avons-nous à ce point anesthésié la langue qu'elle nous désaffecte en retour? Dans celle de Wall Kimmerer, le mot qui désigne les collines est un verbe, colliner. Les collines poursuivent un processus continu de collinage. Elles sont activement en train d'être des collines. La langue que nous utilisons, comme les idées qui nous viennent, ne nous font pas seulement penser, elles nous font aussi sentir. Voilà la raison pour laquelle j'écris, pour apprendre à écrire dans une langue qui ne désanime plus le monde, une langue pour laquelle nous puissions glaner les verbes qui avivent nos puissances de sentir, voire de chérir. Dans les écrits que j'aimerais, et peut-être qu'un jour j'oserai, sanglier, épervier, peuplier, rosier seront des verbes. Alors salamandre, chauve-souris, grenouille, poulpe seront des verbes aussi, qui bruisseront des rythmes de la vie et des vivants et de leur grâce fugace. Des flux et des caillots de sensations, disait le poète Pierre Alféry. J'écris alors, et je sais que pour d'aucuns ceci est bien dérisoire, dans ce monde qui s'effiloche, afin que nos écrits deviennent verbes et verbes d'action. J'écris aussi parce que j'ai peur pour les loups et les chauves-souris, les abeilles et les merles, les corneilles, les mésanges et les chevreuils, les araignées, les insectes, les éléphants, mais aussi les orques, les saumons, et je m'en veux de ne pas tous les nommer. Ma peur est immense, et je ne sais qu'en faire. Tel est aussi mon chagrin et parfois ma honte à l'idée de ce que nous leur infligeons. J'écris pour un jour trouver des verbes d'action qui nous les fassent entendre, pour nous donner du courage et peut-être même de la colère ou de la rage. Et surtout, j'écris pour réveiller notre passion de la vie telle qu'elle s'invente et se réinvente avec et par chacun d'eux. Alors ce texte, qui est donc le seul texte que j'ai aimé, mais je ne vous oblige pas, où j'essayais de... Voilà, je me suis dit,
j'ai sérieusement essayé de répondre à la question pourquoi j'ai écrit. Et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être là mon exercice de géopathie, c'est que moi j'écris juste parce que je me suis émerveillée pour les vivants et pour leurs scientifiques, que j'ai eu la chance immense de rencontrer Bruno Latour, qui m'a appris avec Isabelle Stengers à les aimer et à chercher là où ils étaient vraiment très très malins. C'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas, et ça mérite d'être honoré. Et en aimant les scientifiques, j'ai commencé par aimer les scientifiques, et puis j'ai aimé les animaux qu'ils aimaient. Et puis évidemment, je suis comme beaucoup d'entre vous, extrêmement inquiète. Et je pense que les élections qui nous attendent ne vont pas calmer nos inquiétudes, même pour eux. Je pense qu'il y aura d'autres chats à fouetter, et je crois que le mot fouetter peut-être est très juste ici. Alors, je vais peut-être repartir de quelques pistes. Qu'est-ce que j'essaye de faire dans ce texte, en fait? Pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Pourquoi est-ce que je l'ai fait publier dans un... Enfin, il était publié dans un journal belge, Le Soir, pour ne rien vous cacher, et Le Standaard du côté flamand. C'est que il m'est paru intéressant, et je sais que c'est contestable, de penser que les animaux écrivent. Alors, qu'est-ce qui est contestable là-dedans? Ça vaut peut-être la peine de le dire. Il y a plusieurs choses qui sont contestables. Alors, la première, moi, c'est la première fois que j'ai lu cette idée d'écriture, c'est chez Michel Serres, dans le contrat social. Et en fait, je ne l'ai pas lu chez Michel Serres, parce que le contrat social m'était, le contrat naturel. Pour vous dire, la première lecture du contrat naturel m'était tombée des mains, c'était trop compliqué pour moi. Mais Bruno a repris l'idée merveilleuse de la notion de trait, si mes souvenirs sont bons, c'est dans les conférences à Gaïa, et d'un seul coup, j'ai compris tout l'intérêt de la proposition. Et donc, je me suis dit, mais alors, là, je me suis dit, mais c'est extrêmement intéressant de penser que les vivants écrivent et que ce sont des processus d'écriture. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi c'est problématique? C'est intéressant. Alors, je vais parler, moi, d'où je viens. Enfin, d'où je viens, pas en termes géographiques, mais en termes d'histoire. Moi, j'ai commencé à travailler sur les animaux tout début des années 90. Et à cette époque-là, donc on est dans ce triste XXe siècle, c'était impensable d'écrire sur les animaux en les prenant au sérieux. Je vais dire par là, comme philosophe ou comme anthropologue, on pouvait écrire sur les animaux, mais à condition qu'on parle de représentation, de symboles, etc. Mais il était hors de question de s'intéresser au travail des scientifiques, si ce n'est pour une chose. On pouvait s'intéresser au travail des scientifiques qui travaillent sur les animaux pour dénoncer toute la manière dont ils mélangeaient politique et science. Comment ils projetaient dans la nature leur propre conception culturelle, sociale, politique. C'était la seule façon honorable de le faire. Et c'est là où Bruno a été pour moi, je veux dire, incroyable, puisqu'il disait, ben non, au contraire, il faut saisir des scientifiques dans ce qu'ils font d'intéressant, et surtout pas aller chercher à trier le bon grain de livret comme le faisaient les épistémologues de l'époque. Et donc, comment est-ce que j'ai travaillé de manière à pouvoir quand même faire passer le truc? C'est que je me suis rendu compte que j'avais très envie que les gens trouvent les animaux intéressants, pas seulement parce qu'ils sont intéressants, mais parce que je savais que ça allait avoir des implications concrètes. Que si les gens trouvent les corbeaux intéressants, ben, on protégera mieux les corbeaux. Je veux dire, il n'y a pas besoin de le dire, ça, on le voit. Une fois qu'un animal est intéressant, il est beaucoup mieux protégé. Le ragondin, par exemple, échappe à l'intérêt des scientifiques. Il est haï unanimement. Je n'ai rencontré jusqu'à présent personne qui aimait ou qui pouvait me dire un tant soit peu de bien sur les ragondins. Cela reste des sales bêtes. Mais il y a des animaux qui sont sortis du rayon de sales bêtes pour devenir des espèces sinon protégées, ou en tout cas vis-à-vis desquelles on a certains égards. Et pour faire ça, je me suis rendu compte que la stratégie, parce que je la voyais œuvrer chez d'autres que moi, c'était de créer de la proximité, c'est-à-dire de montrer à quel point les animaux nous ressemblent, avec tous les dangers que ça comporte. Mais quand on arrive à montrer que les corbeaux, comme nous, arrivent à résoudre des puzzles, quand on arrive à montrer que les loups, comme nous, ceci, ou comme nous, cela, etc., tout de suite, on peut commencer à espérer avoir ne fût-ce qu'un peu de considération et de l'intérêt. Mais cette stratégie, évidemment, est problématique. Et pourquoi est-ce qu'elle est problématique? Mais parce qu'en fait, c'est une stratégie à la fois un peu paresseuse non pas, elle demande énormément de travail aussi,
Mais elle est paresseuse dans la mesure où elle ne nous demande pas de nous confronter à l'épreuve de la différence. Et qu'en fait, c'est ça le vrai problème politique avec les animaux. C'est de les aimer avec leurs différences. Qu'on commence à les aimer malgré leurs différences, et puis avec leurs différences, c'est quand même là où il y a un enjeu politique qui est extrêmement important. C'est pour ça que le problème de l'écriture est un problème un peu difficile, parce que je les ramène de nouveau dans mon ancienne stratégie. Donc moi maintenant j'essaye d'abandonner cette ancienne stratégie, mais en essayant quand même de garder un tout petit peu, je veux dire il faut tout le temps composer, je ne sais pas si c'est clair tout ce que je suis en train de raconter, et donc de les amener à de plus en plus les montrer comme différents, mais en même temps garder un tout petit peu de proximité pour que ça reste quand même passable, que ça passe l'épreuve, mais essayer d'aller le plus loin possible dans la différence. Et le problème de l'écriture c'est ça, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de nouveau de les ramener dans nos similarités. Donc il faut arriver à considérer l'écriture en la sortant de la question, et ça c'est Bruno qui m'a de nouveau bien aidé là-dessus, sortir, disait-il, la gentilité de la question de l'intentionnalité, c'est pour ça qu'il a créé le terme actant. Donc on va sortir l'écriture de la question, en tout cas de l'intentionnalité telle qu'on la pose nous. Voilà pourquoi je vous ai montré ces photos-là. Parce que c'est de l'écriture sans intentionnalité d'écrire. En tout cas, où l'intentionnalité d'écrire n'est pas la seule intentionnalité, ou n'est pas la première intentionnalité, ou n'est peut-être même pas présente. On ne sait pas. Et donc, je suis prise entre, d'un côté, Ursula Le Guin, Michel Serres, qui dit que même les non-vivants écrivent, donc lui-même a accepté d'entrée de jeu la question de la non-intentionnalité. Si on met les non-vivants dans l'affaire, c'est évident qu'on n'est plus dans des problèmes d'intentionnalité. Et ma volonté de garder un minimum de proximité. Ursula Le Guin offre la proximité et moi d'essayer de nous éloigner et d'entrer dans la différence. Alors pourquoi Ursula Le Guin ici? C'est parce que m'a profondément inspiré une nouvelle d'Ursula Le Guin quand j'ai commencé à un peu essayer de travailler comment est-ce qu'on pourrait imaginer que les animaux écrivent, etc. C'est elle a écrit une nouvelle qui s'appelle L'auteur, on devrait dire l'autrice, d'ailleurs ça a été traduit par l'auteur, mais c'est l'autrice des graines d'acacia, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une fourmi. Et Ursula Le Guin imagine dans un univers, dans un futur indéterminé, que les scientifiques sont des... Il y a dans les scientifiques une nouvelle branche de science qui s'appelle la thérolinguistique. Théron sauvage. Donc c'est la linguistique des bêtes sauvages. Alors vous allez me dire, mais, ça existe déjà, elle anticipe, enfin elle écrit dans les années 70, hein, la biosémiotique existe, etc. Non, non, elle va beaucoup plus loin. Non seulement ces scientifiques sont des biosémioticiens, mais ils disent très clairement, et ils revendiquent le fait que les animaux écrivent des romans, de la littérature, et cette fourmi, ben, pour vous raconter quand même une petite histoire, parce que quand même vous avez accepté de venir à 6h30 sans trop de pause, etc. En fait, donc elle imagine des scientifiques, elle imagine leurs controverses, et donc elle prend elle fait des fausses archives à propos du journal qu'elle retire du journal de l'association des thérolinguistes. C'est à mourir de rire. Pourquoi c'est à mourir de rire? Parce qu'il parle avec le style pompier des scientifiques du début du XXe siècle, en proposant des choses complètement délirantes, même pour le XXIe siècle. Donc voilà, et cette friction entre ce style pompier académique, de ce président qui s'adresse à ses collègues, et de la manière dont ils écrivent leurs articles scientifiques, comme nous-mêmes, on n'oserait plus trop les écrire tellement c'est pompier. Et elle imagine, la première controverse, c'est à propos de la traduction d'écriture phéromonique qu'une fourmi a laissée sur des graines d'acacia à l'entrée du tunnel, dans l'entrée d'un des tunnels les plus profonds d'une fourmilière. Et les linguistes se sont arrachés les cheveux pour essayer de le traduire. Pourquoi? Parce que ce dialecte fourmi n'est pas comme alors vous voyez déjà où on est, n'est pas comme l'autre dialecte fourmi qu'il parle, qui était déjà, parce qu'il n'y a pas de pronom personnel, parce que les verbes ne sont pas conjugués, etc., etc. Donc très, très amusant. Et ils finissent par décider que c'est probablement un pamphlet. Parce qu'à un moment donné, la fourmi a écrit « là-haut, la reine ». Et ils se disent « mais le haut pour une fourmi, c'est le danger, c'est l'endroit où on ne souhaite pas aller. Par contre, ce qui est la sécurité et la valeur pour une fourmi, c'est le sol ou le sous-sol. Donc là-haut, la reine, ça correspond dans notre vocabulaire à « bas, la reine ». Bon, et ils continuent comme ça dans leur controverse. Voilà. Et par exemple, la phrase « manger les œufs », ils disent quand même, ça c'est un peu étonnant pour une fourmi, voilà. Et ce qui leur fait penser donc qu'ils ont affaire ici à un poème pamphlétaire, c'est qu'on a trouvé le corps d'une fourmi décapitée
à côté des graines d'acacia sur lesquelles cette fourmi avait... Et ça continue comme ça, sur la difficulté à traduire, etc. Et ça termine par une note très jolie du président de l'association des théolinguistes qui dit « Mais vous savez, il ne faut pas s'en tenir aux animaux, hein, les plantes aussi écrivent, mais il faut totalement redéfinir ce que nous appelons communication. Mais les plantes ont des pulsions, enfin ça c'est moi qui dis ça, c'est des pulsions artistiques, en tout cas des expressions artistiques et compagnie. Bref. Et dit-il, un jour, ce qui va arriver, c'est nous comprendrons la poésie lyrique du lichen. Et un jour, des scientifiques du futur se moqueront de nous en disant, comme nous nous moquons aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas le dauphin, ils se moqueront de nous en disant, ils ne comprenaient même pas l'aubergine. Donc voilà, moi je lis ça. Alors c'est d'une drôlerie, c'est d'un humour, et en même temps il y a quelque chose qui vous donne envie qu'il y ait des sciences comme ça. Vous vous dites, mais bon. Et vous vous dites, voilà, c'est. Alors je n'irai pas pousser. Et donc, la question de. Je veux dire, on est héritier de tellement d'exceptionnalisme, même si on n'est pas exceptionnaliste de soi-même. Notre propre langue est tellement chargée, il nous est tellement difficile. Je veux dire, il y a des choses très jolies qui sont en train de se passer. Écrire à la voix moyenne, comme Bruno nous a encouragé à le refaire. Et puis je vois par exemple Éric Baraté, qui est un historien des animaux. J'ai remarqué dernièrement en fait qu'il a une technique, lui, pour éviter de mettre les animaux toujours à la voix passive. C'est que quand ils subissent des violences, il va utiliser une stratégie narrative qui est vraiment, mais maligne comme tout. L'animal se voit battu. Il se voit mis à terre. Et donc il va utiliser toute une série de syntaxes et de sémantiques qui permet de remettre à la voix active des choses qui normalement devraient passer à la voix passive. Surtout quand il s'agit de victimes. C'est génial comme coup. C'est quand un animal est victime ou quand on est victime, généralement, on met la victime à la voix passive, surtout qu'elle n'a rien fait. Dans toute son innocence. Voilà. Pour qu'elle soit bien innocente, il faut qu'elle ne fasse rien d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on sort de cette voix passive, presque déjà utilisée à propos des choses du monde et des animaux, et d'autant plus utilisée qu'il s'agit de raconter des histoires de victimes. On doit être inventif, il faut réinventer la langue. Il faut se réapproprier la langue, il faut se réapproprier les richesses et les complications de la langue. Voilà mon premier point, voilà pourquoi j'ai écrit ce texte. C'était inspiré par Ursula Le Guin, mais dans cette difficulté de dire, attention, si on parle littérature, si on parle roman, c'est très joli, c'est très poétique, il faut jouer un petit peu sur cette corde-là, mais attention de ne pas leur demander d'écrire exactement comme nous. Attention de voir en quoi est-ce qu'il y a des écritures. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Moi j'ai le sentiment qu'en passant par l'écriture, on passe vers des formes de convivialité et de cohabitation qui me semblent plus faisables. Et si Baptiste Morisot utilise le marquage des loups pour penser la diplomatie, c'est bien parce je pense qu'il a saisi, il a eu cette intuition, que c'est en effet par la capacité des loups à faire dans le symbole, parce que c'est lui qui va jusque-là de le dire, je ne suis pas sûre que j'aurais osé. Donc c'est plus du tout nous qui faisons, c'est ça qui est intéressant, le retournement de la situation. Nous on était obligés de faire du symbolique, enfin de considérer que les humains avaient des rapports symboliques avec les animaux. Maintenant ce sont les animaux qui ont des rapports symboliques entre eux, et donc on peut utiliser ces rapports symboliques pour les détourner à notre profit. Ce que j'appelle pas à notre profit, c'est au profit de la relation, au profit de la diplomatie. Donc je vous rappelle que par exemple, une façon de détourner l'écriture des loups, si on considère que l'écriture, le marquage est écriture, ce que je n'ai aucune peine à considérer, si on considère que le marquage est écriture, ben à ce moment-là, s'ils s'écrivent entre eux, il y a moyen de leur écrire. C'est ça qui est un joli coup de Baptiste. Et comment est-ce qu'on écrit à des loups? Ben, on crée ce qu'on appelle des biophenses. Et c'est quoi une biophence? Ben, si les loups marquent un territoire, moi j'appelle ça les périphéries parce que j'ai une méfiance profonde pour la question des frontières, et je pense que les animaux n'ont pas de frontières, ils ont des périphéries, c'est-à-dire des lieux où il se passe des choses, où il se passe des choses particulières par rapport au centre du territoire et par rapport à son extérieur, et c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme des périphéries, des lieux d'animation et d'activation réciproque. Si l'on marque à la frontière, aux périphéries, je me fais moi-même par mes propres pièges, des trucs, ben, pour
éventuellement prévenir, attention ici, vous traversez un territoire. Il est possible d'utiliser ces marquages pour entourer nous-mêmes des territoires dont on préférait que les loups, sur lesquels les loups n'empiètent pas, le territoire notamment où il y a des moutons en train de paître. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça c'est Baptiste qui l'explique très joliment, on prélève de l'urine de loup et on augmente sa puissance. Et donc vous faites ce qu'on appelle l'effet beau geste. L'effet beau geste étant, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'effet beau geste, je ne me souviens plus historiquement, c'est le fait de faire croire, c'est quelqu'un qui s'appelait Beaugeste, qui a fait croire qu'ils étaient très nombreux dans un lieu qu'ils devaient défendre. Les ennemis arrivaient, les ennemis étaient vraiment très nombreux, eux ils étaient quelques-uns, et ils ont fait plein de potins, et la stratégie a marché. Donc l'ennemi n'a pas osé attaquer, croyant vraiment qu'ils étaient trop nombreux, on appelle ça l'effet Beaugeste. Ben, en fait, la stratégie de la bioffense avec une urine surpuissante, c'est un effet Beaugeste. C'est dire au loup, ici, la super meute qui vit, ne vous fiez pas à la laine des moutons. Alors, en même temps, on pourrait peut-être sortir de la question de l'intentionnalité, et là je vais vous faire confiance pour me dire que je me trompe si je me trompe, ou que peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Et si on considérait que toutes ces images que je vous ai montrées, c'est de l'écriture d'autodescription, que c'est le niveau minimal de l'écriture. Je vais dire, voilà le chemin par lequel je suis passé, voilà comment je procède, voilà de quoi je me nourris. Voilà l'écriture de la secte xylographe, ou sténographe si vous préférez. Parasite ou autre. Donc il y a des phénomènes d'autodescription. Alors il y a aussi des cicatrices dans les bois, hein, vous avez vu des arbres très, très cicatrisés. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme des productions expressives d'autodescription? Et là je suis un peu le chemin d'Albert Portman, qui considérait que les apparences animales sont des sites d'expressivité. Enfin peut-être que je le détourne un petit peu, mais bon. C'est comme ça aussi qu'on fonctionne, n'est-ce pas? Si on fait de la géopathie, on a un tout petit peu détourné, un peu recyclé, un peu détourné. Bref. Pourquoi aussi? La troisième raison. C'est peut-être quatrième, peut-être deuxième, je ne sais plus, je n'ai pas compté moi-même. Voilà. La question de l'écriture me semble essentielle, parce que je crois qu'elle ouvre à des questions de beauté. Et que là, j'ai lu un peu tous les rapports qui ont été faits par certaines personnes de cette assemblée, et je pense que c'est dans le rapport justement sur la géopathie que se repose cette question. Il est crucial, je ne sais pas si ce n'est pas dans le texte de Simon, je ne sais plus lequel qui dit à un moment donné, mais il est crucial qu'on n'oublie pas aussi des questions de beauté. Et la question de l'écriture, ben, moi ces photos-là, c'est moi qui les ai prises. Je ne suis pas une très bonne photographe, elles ne sont pas excellentes, mais je pense que les images sont tellement belles qu'elles ont réussi à dépasser mon incompétence en matière de photographie. Je vous dis, je suis vraiment tellement mauvaise photographe, quand je prends des photos de gens, on dirait que je fais une publicité pour Amnesty International. C'est vrai. C'est terrible, quoi. Les gens ont des gueules patibulaires, c'est pas possible. On dirait qu'on vient de les priver de liberté et de nourriture pendant 15 jours, quoi. C'est affreux, je suis la plus mauvaise photographe que je connaisse. Mais ces photos-là, elles ne sont pas mauvaises parce que c'est tellement beau que ça n'a pas pu être raté. Il y aurait eu moyen de les prendre beaucoup mieux, de les cadrer mieux, voilà, c'est avec et je les ai prises. Et pourquoi je les ai prises? Parce que j'étais sur l'île de Porquerolles, et on était avec Alain Damasio, et on discutait de ces questions d'écriture, dont je vous dis qu'il n'est pas d'accord avec moi, en plus, sur ce texte par exemple, il n'est pas d'accord avec moi, il me dit l'écriture c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus, tu es trop peu exigeante par rapport à l'écriture, et je ne peux pas lui donner tort, mais je lui dis mais je ne travaille pas, c'est pas les mêmes enjeux. Mais si, je vais dire, si j'ai pu passer des heures et des heures, et parce que j'en ai encore un beau paquet, là, je vous ai donné les 16 les plus présentables. Si j'en ai un beau paquet, pourquoi? Parce que j'étais émue par la beauté de ces lignes, qu'on ne voit normalement pas. On ne prête pas attention à ce genre de choses. Je veux dire, les écorces des arbres, etc. Il y a des tas d'autres choses à voir, quoi. Et d'un seul coup, et je me suis dit, ben, si ça réussit à me toucher, ben, peut-être qu'en disant, tiens, mais regardons, ça veut dire ralentir, ça veut dire faire attention, puis ça veut dire quoi? Faire attention aux arbres, ça veut dire prêter attention, comment ils sont protégés, comment est-ce que les insectes peuvent les menacer en cas
parce qu'on sait très bien que certaines forêts deviennent trop fragiles, alors évidemment les insectes, les parasites arrivent, qui normalement composent relativement bien avec les forêts, d'un seul coup ça ne va plus du tout, c'est la mort d'une forêt, parce qu'elle est trop fragile, bref, tout ça. Donc, je me dis, la question de l'écriture, moi, me permet d'ouvrir la question de la beauté, et permet d'ouvrir pour moi la question de comment on regarde, comment on contemple, comment on s'émerveille. Il y en a certainement d'autres questions, autres que l'écriture, qui vont y arriver, mais pour moi, c'est un chemin qui me semble relativement pas trop difficile, parce qu'il s'agit aussi de le faire ensemble. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire son petit chemin tout seul, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai évoqué, je reprends donc tous les points de mon texte qui me semblaient importants par rapport à la géopathie. La toile de l'araignée. La toile de l'araignée, en fait, j'avais d'abord dit que c'était l'araignée écrit, et c'était mon idée au départ, et c'est Damasio, dans toute la contestation qu'il me proposait, parce qu'il m'a fait 2 pages de critique de mon texte, et j'ai tenu, mais avec la gentillesse et la générosité qui est la sienne, et la justesse aussi de ses arguments. La toile de l'araignée, au départ, j'avais dit, bon, mais l'araignée, elle écrit l'histoire, etc. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison, que là, c'était déjà trop d'intentionnalité. Par contre, dire de la toile d'araignée qu'elle capte l'histoire, et que donc c'est un piège à histoire. Et là, vous n'avez plus besoin d'intentionnalité. Vous avez l'intentionnalité du piège, mais qu'est-ce que c'est un piège? Il est peu regardant, le piège. Et il capte quantité d'autres choses. Mais finalement, les archives historiques, c'est pas autre chose. Les gens qui écrivent, je veux dire, dont on se sert, quand on se sert d'écrits dans les archives historiques, les gens, ils n'écrivaient pas pour un jour nourrir un historien. Ils écrivent pour quantité de raisons, et leurs intentions, d'une certaine manière, Isabelle, elle fait très bien la différence entre converger et suivre un même mouvement. En fait, les intentions ne convergent pas avec les nôtres, mais il y a un moment donné, il y a un flux, il y a un mouvement qui va se créer. Et là, d'un seul coup, je veux dire, l'étoile d'araignée, en me disant, c'est une trace quasiment cosmologique. Pourquoi? Parce qu'elle capte quantité de choses, quantité d'invisibles, quantité d'êtres, dont nous ne savons même pas qu'ils ont, à un moment donné, été là. Les éléphants prisonniers, mais aussi des oiseaux qui passent, etc. Et qu'elles sont en plus des filets à capture qui sont d'une très grande efficacité et d'une bonne solidité. Et puis parce que l'étoile d'araignée, c'est comme des matrices narratives en fait. En écrivant ce texte, j'avais eu envie de partir sur tout à fait autre chose, et puis je me suis dit, bon non, j'étais 2000 signes, pile. Mais les éléphants captifs, je me suis dit, tiens, mais l'étoile d'araignée qui capte. Et je me suis rappelé que j'avais lu il y a très peu de temps d'ici un article qui pourtant date d'il y a 2-3 ans. Et c'est la question de l'histoire que je pose. Donc maintenant je pose ici la question. Je pense que la géopathie, elle pose aussi la question de l'histoire, du récit historique, de qui écrit l'histoire, de qui en est l'acteur, etc. Aussi là-dessus, je travaille un petit peu là-dessus pour le moment. Et donc je cherche à connecter, tiens, mais quand est-ce que les animaux entrent dans l'histoire et comment? D'une part, comment est-ce que les historiens les font entrer dans l'histoire? Éric Baratet. Quelle précaution? Parce que c'est pas seulement de dire on va en faire des acteurs historiques, c'est quelle précaution on prend pour les prendre au sérieux, pour pas en faire uniquement des victimes, pour en faire des acteurs. En fait, je pense ici, par exemple, à tout le travail d'Edward Thompson, l'historien, faire une histoire par le bas. Je rejoins ici le texte dans vos essais de géopathie de Gregory Kennet, qui dit la nécessité de ne pas limiter l'histoire aux seuls humains. Et en fait, Edward Thompson, pourquoi j'ai une telle admiration? Parce que c'est quand même lui qui a vraiment créé la possibilité d'une histoire, ce qu'on appelle par le bas. Et c'est quoi une histoire par le bas? Je ne le savais pas avant de le lire, hein, donc je n'attends pas que vous le sachiez. Quoique, je suis en France, pas en Belgique, vous êtes un peu plus cultivés que la moyenne de mes barbares, mais bon. Mais les histoires par le bas, c'est simplement de partir simplement, non pas par les grands personnages ou par faire l'histoire des mentalités, comme beaucoup d'historiens ont fait. C'est très intéressant, l'histoire des mentalités, donc des histoires par des structures abstraites, ou une histoire économique. Non, on part de ce que vivent les gens, les gens, et lui, il va faire l'histoire de la classe ouvrière, en reprenant les archives des réunions dans les bistrots et des choses comme ça. Qu'est-ce que vivent les gens? Comment est-ce que la classe ouvrière va naître au départ, par exemple, de réunions de bistrots? Voilà, ça. Et puis les féministes ont fait ça.
Les féministes ont fait une histoire, ont commencé à se dire, mais les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait dans tout ça? Voilà. Et ça donne une histoire des femmes qui est une histoire par le bas, c'est-à-dire par des petites vies qu'on a complètement négligées. Et donc il y a des historiens maintenant qui vont appliquer ces principes, l'idée même, aux animaux. Ben, c'est passionnant. Comment ça les oblige à rompre avec des routines de l'histoire, à contredire l'épistémologie parfois des historiens, à avoir affaire à des archives parfois très bancales, à devoir faire des traductions compliquées, parce que les animaux, n'écrivant pas beaucoup, ben, on est obligé de passer par les humains qui écrivent à leur sujet, donc ça demande pas mal de traductions, de dire, mais voilà, mais aussi de compter sur le fait que les animaux écrivent eux-mêmes. Et ça, je pense que ça devient intéressant. Par exemple, on a trouvé, j'ai plus les données exactes, il faudrait que je les retrouve, et j'ai pas réussi à les mettre la main dessus avant de venir, une empreinte de dinosaure fossilisé dans le sol qui montre que ce dinosaure boitait. Parce que les prix, alors pourtant les paléons, ils ne sont pas nécessairement ils sont pas toujours audacieux. Eh ben, ils ont osé dire, les historiens non plus d'ailleurs, hein, c'est rare les historiens audacieux. Il y en a quelques-uns, mais ils sont rares. Il y en a, hein, j'en connais, mais ils sont... D'habitude, une fois qu'on sort des archives, ils se disent non, 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 ça je ne peux pas dire, c'est pas dans mes archives, je ne peux pas aller jusque-là. Et ils me le disent à moi en plus, en disant bah, c'est peut-être bien qu'une philosophe vienne derrière nous parce que toi, tu n'es pas tenu par les mêmes contraintes que nous, tu n'es pas tenu par les mêmes exigences que nous et les mêmes obligations. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ce paléontologue a dit? Si ce dinosaure, qui n'était pas de petit poids, donc ce n'est pas un bébé dinosaure, a vécu en boitant aussi longtemps, ça veut dire que ce n'était pas la guerre chez les dinosaures. Ça veut dire qu'il y avait des dinosaures autour de lui qui devaient l'aider à vivre. Ah, ben ça, c'est une écriture historique, sans intentionnalité d'écrire, mais on est dans l'ordre de la trace écrite, c'est-à-dire d'une certaine manière de l'archivage possible. Ben, j'y vais en faveur de l'écriture, hein, j'y vais même un peu vite et un peu fort. Alors par exemple pour les éléphants, la question historique, par exemple, elle va se poser de savoir, mais finalement, les animaux, on sait très bien pourquoi ils n'ont pas d'histoire. Ben, ils ont une histoire froide de l'évolution, c'est pas mal quand même, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'invention. Et je ne vais pas vous faire tout le coup de refaire toute l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'invention? Ben parce que d'abord on ne les voit pas, et parce que quand on les voit, ce sont des anecdotes. Et jusqu'à 2005, les scientifiques étaient priés de ne pas rapporter les anecdotes dans leurs articles scientifiques. Depuis 2005, ils peuvent, moyennant certaines conditions. Je veux dire, c'était un article absolument fabuleux qui a dit à un moment donné, il faut vraiment que les inventions soient reprises aussi. Et c'est quoi une anecdote? C'est quoi une invention? En fait, j'ai été interroger des biologistes pour leur demander, à votre avis, quand est-ce que les animaux rentrent dans l'histoire pour vous? Et tous m'ont répondu, quand il y a des anecdotes qui valent la peine d'être répertoriées. C'est quoi une anecdote qui vaut la peine d'être répertoriée? Eh bien, moi, un jour, j'ai vu un singe mentir, un père singe mentir à ses enfants. Je l'ai vu. Et les enfants qui essayaient de mentir au père. Oh, bon, pour vous détendre un peu, je vous raconte la petite histoire. C'est des ouistiti. Les ouistiti ont toujours des jumeaux, sauf... enfin, au départ, c'est des jumeaux, et en général, ils se débrouillent bien avec leurs enfants. La mère ne s'en occupe pas du tout. La mère, elle les allaite, c'est le père qui les présente, et puis c'est bon comme ça, c'est le père qui s'en occupe tout le temps. Et donc le père s'occupe des ouistiti jumeaux de l'année précédente, et donc il a quelques enfants autour de lui. Et on sait que chez les ouistiti, le père donc tient les jumeaux dans ses bras, et les autres ouistiti plus âgés, les frères et sœurs plus âgés, veulent absolument aller tripoter les bébés. Et les parents essayent de les en empêcher. Et on voit un père ouistiti, donc à la vue, elle observe les ouistiti, elle voit un père ouistiti, et il y a un adolescent ouistiti qui s'approche, qui a envie de toucher le bébé, mais qui fait semblant de rien. Donc d'abord il essaie de toucher le bébé, et le père fait du vent du balai. Et puis à ce moment-là, l'adolescent ouistiti se met à caresser son père, l'épouiller très gentiment. Et il monte, il monte, il monte, et le père se laisse faire très gentiment. Et il monte, il monte, il monte, il monte, et puis quand il arrive là, évidemment le père, à ce moment-là, le renvoie. Eh bien, dit la biologiste, ils ont menti tous les deux. Le fils prétend qu'il veut épouiller son père, alors que c'est pas du tout ça, et le père prétend qu'il le croit, parce que ça lui donne une bonne séance d'épouillage. Et ça, pour qu'une biologiste me sorte une hypothèse pareille, c'est quand même pas rien. Hein. Ils n'ont pas toutes ces libertés-là. Notez bien, quand des scientifiques parlent, en général, ils sont plus libres que quand ils écrivent. Mais bon.
Et je lui dis, mais en quoi est-ce que c'est historique, ça? Ben, elle me dit, parce qu'on voit une chose qui est arrivée une fois et qu'on ne peut pas généraliser à toute l'espèce. Et c'est joli comme définition d'une entrée dans l'histoire. Il y a une invention, là on peut parler, et elle me dit, et ce sera probablement le titre de ce qui conduit ma recherche, ce jour-là, il est arrivé ceci. Et ça ne change peut-être pas le cours du monde, mais il y a quelqu'un, une biologiste, qui a pris la peine de l'écrire. Et de me le raconter, et de l'écrire, et de discuter, et de le partager avec des collègues. Pourquoi est-ce que l'histoire des animaux devrait être une histoire uniquement des animaux? Non, c'est une histoire des humains et des animaux mélangés. Si un historien humain ou un biologiste humain dit « ce jour-là, il est arrivé quelque chose de très important », ben, c'est notre histoire commune. Il ne faudrait pas que l'histoire des animaux soit une histoire exclusivement des animaux. Elle peut par moments, mais vous savez, l'histoire de certains champignons, c'est l'histoire, voilà, il y a des biologistes qui m'ont répondu aussi, tu devrais beaucoup t'intéresser aux bactéries et aux champignons, parce qu'il y a quand même certaines bactéries dans la pomme de terre qui ont quand même provoqué des révolutions. Ce sont des histoires mêlées. Voilà, ce sont des histoires. Et la bactérie n'a pas l'intention du tout de créer une révolution. Et on s'en fout. Alors à propos des éléphants, par exemple, c'est évidemment, donc confiscation de l'histoire pour des raisons scientifiques, des raisons de routine scientifique, pour des raisons de croyance en l'histoire longue de l'évolution, qui serait une histoire froide, qui lisse l'idée, la manie des biologistes de toujours chercher l'utilité de tous les comportements. Ça laisse peu de place et peu de marge à la fantaisie. Là, je vous renvoie aux travaux de Natasha Meyers et Carla Hustack, Le ravissement de Darwin, qui est vraiment un merveilleux petit livre pour sortir de qui nous aide à nous sortir de ces notions de l'histoire, enfin de l'écologie comme utilité. Et une dernière raison, je pense aussi, c'est à cause de nous. En fait, mais je ne peux pas le dire, c'est pas une généralité, mais j'ai trouvé un cas où visiblement il se passe quelque chose là. En fait, il y a des chercheurs qui ont écrit un petit article qui est passé quasiment inaperçu parce que c'est dans une petite revue de thanatopraxie à propos des animaux, quelque chose comme ça, où ils racontent qu'en Inde, dans une province d'Inde, ils ont découvert qu'il y a une mortalité infantile chez les éléphants qui est quand même assez impressionnante et qui est parfaitement explicable par les conditions de vie, par le perte du territoire, etc. Et ils ont découvert que les éléphants adultes, ils ont découvert 5 cas sur une période très courte, où les éléphantaux ont été enterrés. Je dis bien enterrés. On parlait depuis très longtemps du deuil chez les éléphants, etc. Mais enfin, il y avait pas mal de controverses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin bon. Mais là, on a trouvé les éléphants enterrés. Et en plus, avec les pattes qui sortaient hors du sol. Alors, pourquoi est-ce que les pattes sortent hors du sol? Parce qu'ils ne savaient pas ils n'ont pas trouvé de trou assez profond pour les mettre très bas. Mais tous les éléphantaux ont la tête couverte de terre. Et donc, ces chercheurs se disent, c'est pas un hasard. Ça aurait pu être autrement. Et ils sont bien analysés. Alors, pourquoi est-ce que les éléphants ont pu enterrer les éléphantaux? Parce qu'en fait, ils sont hors de la réserve naturelle et ils sont dans des champs de thé. Et dans les champs de thé, il y a des drains d'irrigation qui font une largeur d'à peu près 1 mètre, une profondeur de 50 cm ou parfois plus. Et en fait, les éléphants déplacent les cadavres des petits éléphantaux et viennent les déposer dans ces couloirs d'irrigation, si vous voulez, et puis les recouvrent de terre et de branchages et tout. Et comment, alors, pourquoi est-ce que... La question des chercheurs, elle est belle comme question. Est-ce qu'ils l'ont toujours fait? Et que c'est parce que c'est dans les champs de thé qu'on le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a des travailleurs qui se situent un peu plus loin, qui entendent des barrissements bizarres, et puis qui viennent voir. Mais il y a une autre raison. Peut-être qu'ils le font maintenant, parce qu'il y a beaucoup de décès, qu'ils ont changé leur pratique. Peut-être que les éléphants, en effet, entrent dans l'histoire en modifiant. Ils y étaient déjà, mais bon, là on le voit. Mais dans les réserves naturelles, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Vous allez pas parce qu'il n'y a pas de drain seulement. Parce que dans les réserves naturelles qui sont tout le temps patrouillées par des gardes, quand un éléphant meurt, on enlève tout de suite son cadavre. Et donc, s'ils ont eu des rituels, ça fait des années, des décades qu'ils ne peuvent pas les faire. Donc, à la fois, position favorable du fait d'être en dehors d'une réserve naturelle, donc ça veut dire que les réserves naturelles, comme le nom l'indique, pourraient bien déritualiser les éléphants.
C'est quand même un beau paradoxe, quoi. Une réserve naturelle déculture les éléphants, comme le font d'ailleurs les zoos. Les zoos déculturent les animaux, les réaculturent autrement, mais souvent des pratiques culturelles sont complètement effacées et oubliées. Bref, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléphants, en fait, peut-être qu'ils étaient déjà dans l'histoire avec ces rituels funéraires, etc., mais que nos propres pratiques, d'une certaine manière, sans imagination, parce que c'est peut-être là où c'est vraiment un peu embêtant, les empêchent finalement d'avoir des pratiques culturelles. Et donc, tout l'un dans l'autre, à la fois parce que l'écriture mène à des formes historiques, à la fois parce que ça mène à des formes de beauté qui nous sont essentielles dans cette crise. Je pense qu'on peut être d'accord avec, je ne sais pas si Nastasia est d'accord avec Baptiste sur la question de la crise de la sensibilité, mais il me semble que vous avez écrit ensemble là-dessus aussi. Donc cette crise de la sensibilité, c'est à la beauté, me semble, la possibilité d'une réponse possible à cette crise de la sensibilité. Quand même, ça nous... Je veux dire, on est quand même très vulnérable par rapport à la beauté. Je veux dire, ça nous capture quand même sérieusement bien. Et donc, pour moi, la question de l'écriture, elle devient un moyen à la fois de penser la possibilité d'histoire et à la fois la possibilité de penser des proximités, maintenant à explorer des différences et de penser aussi des questions de beauté, d'émerveillement et d'une certaine manière d'autodescription par les animaux. Ce qui veut dire aussi que c'est vraiment intéressant parce que ça nous fait faire de l'éthologie un petit peu autrement, sans nous passer du savoir des éthologistes. Moi, je suis très admirative du savoir des éthologistes, mais de penser le travail, et que le travail des éthologistes aussi fait ça, et que les paléontologues font ça aussi, c'est d'étudier des processus d'autodescription. C'est quand même assez sympa de se dire que finalement, on a toujours... Et si je dis ça, c'est parce que... Et puis j'arrête. Si je dis ça, c'est parce que un des problèmes qu'on peut avoir quand on parle des animaux, c'est le souci, et les anthropologues, et mon problème avec les morts aussi, c'est la ventriloquie. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler à la place des autres, etc. Mais en même temps, comment on sort de... Je veux dire, c'est un vrai dilemme. Ne rien dire, sous prétexte qu'on ne peut pas parler à la place des autres, oui, mais alors bon, quoi. Donc on est tout le temps en train d'essayer d'inventer. Et je pense que c'est ça que font les bons anthropologues, c'est ça que font les bons éthologues, quoi qu'ils soient un peu moins concernés par ce truc-là. Je pense que c'est ça que font, je veux dire, les bons quand ils sont bons en sciences humaines, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est même assez rarement le cas, c'est de se dire comment est-ce qu'on résout le dilemme de la ventriloquie et de ne pas pouvoir se taire. Comment est-ce le ventriloquie étant de parler à la place d'eux. Et je pense que c'est intéressé aux traces animales comme des autodescriptions, ça ne résout pas le problème, ça ne va pas nous donner bonne conscience, et j'essaye pas d'avoir bonne conscience, mais de me dire, c'est un tout petit contrepoids à la façon dont nous le faisons et dont les scientifiques le font merveilleusement bien. Je ne suis pas du tout en train de les contester, mais de toujours parler pour eux, à leur place, etc. Et tiens, et si on commençait par dire les animaux sont dans des processus d'autodescription et c'est à nous d'apprendre à les traduire. Ce qui me permet de nouer ou atterrir et la géopathie. J'ai fini.